quel serait le véhicule parfait, c'est jamais parfait, en tenant compte des règles, de ce qui se passe aujourd'hui, avec la pollution, tous ces problèmes de restriction, etc. On est obligé d'orienter nos choix en fonction de ce qui se passe, en fonction des règles qu'on nous pond tous les jours. Et du coup, j'ai eu l'idée, parce que je suis dans cette réflexion aujourd'hui par rapport aux nouveaux véhicules que je vais acheter, que je vais voir prochainement d'ailleurs. On ne sait pas si ce sera celui-là, mais ce sera de toute façon dans la même catégorie, le même modèle, je pense. Je ne peux pas t'en parler encore aujourd'hui parce que je ne l'ai pas vu, mais il y a toutes les chances pour que ça se fasse avec ce véhicule. Quelle serait donc la bonne réflexion à avoir en ce moment? Alors, c'est ma réflexion, elle ne s'adaptera pas à tout le monde forcément, elle ne concerne que moi et que mes envies d'aujourd'hui et les possibilités que j'ai avec cette réflexion. On fait le point de la situation. On a le problème du carburant. Bon, ça, c'est le plus gros problème aujourd'hui avec le gasoil. Ça, c'est des lobbies, c'est des choses qu'on entend régulièrement par rapport à l'arrivée du véhicule électrique. Il y a une publicité qui est faite gigantesque là autour. Au final, quand on gratte un peu, on se rend compte que c'est quand même plutôt compliqué, mais bon. Et c'est vrai, il y a un moment donné, je disais, je vais parler des possibilités, parce que c'est vrai qu'il y a un moment donné où j'ai commencé à y croire un peu. Et puis là, avec ce qui se passe au niveau de l'énergie, je me dis, il va y avoir du rétropédalage, à mon avis. Il va y avoir du rétropédalage, on le verra plus tard, on s'en rendra compte certainement plus tard, mais je pense que les gens qui ont opté pour un véhicule électrique aujourd'hui risquent de se retrouver le bec dans l'eau. C'est mon avis. Maintenant, je peux me tromper. Partant de ce principe, on peut aussi, sans s'affoler outre mesure, on peut regarder en arrière et voir ce que ça a donné au moment où ils ont voulu nous farcir le gasoil. C'est vrai que tout le monde roulait à l'essence. Il y en avait plein qui disaient jamais je roulerai au gasoil, ça pue, ça fait du bruit. Et puis au final, tout le monde s'est mis à rouler au gasoil. On a dit que l'essence allait disparaître. Aujourd'hui, l'essence revient devant le gasoil, elle est même moins chère que le gasoil. On voit bien que tout est histoire de tendance en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vraiment te parler de tendance. Même si la tendance, elle n'est pas encore vérifiée sur le marché, moi, c'est une réflexion que je me suis faite, et je pense que c'est une tendance qui pourrait voir le jour dans des proportions raisonnables, bien sûr, parce que le marché n'est pas extensible, mais je vais développer tout ça ensuite. Donc le carburant, la meilleure alternative aujourd'hui, je pense, une alternative d'avenir, même si aujourd'hui on n'y croit pas vraiment, je pense que c'est le gasoil. Je vais t'expliquer ensuite. Tout ce que je vais te dire, ça va pas être forcément pile poil dans ce que les gouvernements et les dirigeants voudraient, mais plutôt dans le système un peu, tu vois, un peu borderline. Mais malheureusement, on n'aura pas trop le choix. Pour moi, mon alternative aujourd'hui, c'est le gasoil. Voilà. Je pense que même si aujourd'hui je roule avec une voiture à l'éthanol, on ne se voit pas rouler avec des véhicules comme ça à l'essence aujourd'hui parce que ça n'existe pas, sauf dans des vieilles marques, mais dans des consommations qui sont complètement débordantes et déraisonnables. Bon, ça c'est le premier point, c'est le carburant. Ensuite on a le second point, on a les fameuses vignettes. Ces fameuses vignettes critères aujourd'hui. Alors moi j'ai mon Audi qui est un critère 2. Il y a des véhicules, on a par exemple vendu dernièrement alors il n'est pas parti encore mais c'est fait, le Carthago Q, le 68Q, et bien le 68Q est en critère 2. Donc en critère 2, il va encore pouvoir rentrer dans les villes en fait, pour le moment tout au moins. Ça risque de pas durer, mais pour le moment il peut le faire. Par contre, il y a une bonne partie, moi mon pépère là il rentrera pas, ça c'est clair, lui il rentrera pas dans les villes. Là tu vois, tu te bornes encore à un autre problème, le problème de pouvoir rentrer dans les villes. Moi je m'en fous, je rentre pas dans les villes, mais voilà, il y a de plus en plus de grosses communes qui vont créer des ZFE, donc des centres, des zones où tu ne pourras pas rouler, et il va falloir être vigilant parce que tu vas rentrer avec ton véhicule, si ça se trouve t'as pas le droit d'y être et t'es même pas au courant en fait. Donc c'est des caméras qui vont te flasher et puis qui vont dire lui tu vois la vignette, c'est pas la bonne couleur, t'es niqué. En fait, par rapport au numéro d'immatriculation, puisque maintenant on a un système informatique autour de l'immatriculation des cartes grises, eh bien on sait exactement. On sait, aujourd'hui tu veux consulter l'historique d'un véhicule, c'est simple, il y a des systèmes dans le système ANTS qui te permettent d'avoir l'historique des contrôles techniques par exemple.
si éventuellement il y a eu un accident qui a occasionné un expert qui est venu, puis que le véhicule serait économiquement irréparable ou en RSV. Donc il y a tout un tas de procédures aujourd'hui quand tu as un accident sur un véhicule, et quand vraiment il est très abîmé, eh bien tu passes par un gel de la carte grise, et tout ça c'est noté dans cette historique. Donc aujourd'hui, tu passes devant une caméra particulière, hein, il y a même des radars maintenant qui le font, où on peut faire un contrôle de l'état de ta voiture, en fait, de savoir si tu as ton contrôle technique, si tu as tout ça, instantanément, juste en flashant ton numéro. Voilà. On peut même savoir qui tu es et tout, contrôler ton identité, rien qu'avec un numéro d'immatriculation. Pour les services, bien sûr, qui sont autorisés. Hein. Rentrer dans une ZFE, avec un véhicule qui est pas autorisé, eh ben, tu vas recevoir un PV directement chez toi, tout simplement. Hein. Ça va se passer comme ça. Là, ça va nous enquiquiner aussi. Hein. Là, il va falloir opter pour des véhicules, pour ceux qui veulent vraiment pouvoir rentrer dans les villes et tout, il va falloir opter pour des véhicules qui sont en Euro 6. Donc l'Euro 6, c'est quoi ? C'est plein d'électronique dans ton camping-car, hein, et on le voit déjà, par exemple, sur un Cartago comme celui que j'ai présenté, il est juste avant le multiplexage. Ça veut dire que tu arrives encore à régler les problèmes de ce véhicule sans passer par un dépositaire de la marque avec sa fameuse valise. Pour le reste, pour ce qui suit ensuite, eh bien, quand tu as un souci, il faut aller chez le concessionnaire. Le concessionnaire, il sort sa valise, parce qu'aujourd'hui, il ne sait plus rien faire, en fait. Hein. Il n'est plus mécanicien, il met pas son petit truc pour écouter le bruit de moteur et tout. Tout ça, il ne sait plus. Hein. Lui, il branche sa valise, la valise, elle lui dit, change ça. Toi, tu changes, et puis c'est pas ça. Il rechange autre chose, c'est pas grave. Bon, voilà, on en est là. Hein. On en est là. Donc... L'Euro 6, c'est ça aujourd'hui. L'Euro 6, c'est une usine à gaz dans laquelle tu ne peux pas mettre les mains. On va dire ce qui est. Hein. Moi, j'ai ma voiture, j'ai une petite valise, j'ai une clé, j'arrive à savoir des choses, j'arrive à remettre des voyants d'erreur si toutefois il y en a à zéro, mais ça reste du bricolage. Et aujourd'hui, si vraiment j'avais un gros problème, alors sur mon Audi, c'est pas trop le cas parce qu'elle est de 2008, mais sur une voiture d'après 2012, 2013, 2014, là, c'est des gros problèmes. Hein. Tu peux pas gérer toi-même les soucis. Hein. Donc voilà dans quoi tu t'engages lorsque tu optes pour un véhicule plus récent. Je m'écarte un peu partout, mais le but de l'opération, c'est de te dire que si tu veux pouvoir rentrer dans les villes, c'est ça le problème. Voilà. L'AD Blue, les pompes, hein, les voyants qui s'allument, même chez Fiat aujourd'hui, les voyants qui s'allument au tableau de bord quand le véhicule est tout neuf, il sort du concessionnaire, tu as des voyants qui s'allument sans arrêt. J'ai vu certaines chaînes, ils ont des véhicules neufs, même chez Mercedes, où les voyants s'allument. Hein. C'est le second point un petit peu enquiquinant. C'est les deux gros points enquiquinants en fait. Après, au niveau des stationnements, des machins, ça c'est commun à tous les véhicules. Que tu aies un véhicule ou un autre, il y aura toujours des restrictions de stationnement, il y aura toujours des regroupements à certains endroits où tu pourras stationner et d'autres où tu ne pourras pas. Ça on ne peut pas l'éviter, c'est malheureusement la tendance qui découle directement de la multiplication des véhicules. Qui pourrait d'ailleurs descendre, mais on se demande quand, parce que chaque année on dit ça va descendre, et aujourd'hui, il y a moins de véhicules, disponibles en neuf, mais par contre les prix ont grimpé, donc globalement c'est une pirouette, mais le constructeur retombe quand même sur ses pieds, puisqu'il a augmenté les prix d'une manière, c'est énorme en fait. Hein. Bon, ça c'est une parenthèse. Alors la solution, elle est où, Pascal ? Qu'est-ce que toi, tu as planifié ? J'ai vendu ce véhicule, hein, normalement. J'ai eu beaucoup de monde. C'est la première personne pour le moment. J'ai rien reçu. Hein, j'ai pas reçu d'acompte, rien du tout. Donc on verra si ça va au bout. Si ça va pas au bout, j'appellerai les suivants en fonction. Mais quand si jamais ça a été au bout, de toute façon, vous recevrez tous un mail où je vous dirai c'est fait. Hein. Pour le moment, voilà, je fais une chose après l'autre. Bon, suite à la vente de ce véhicule, j'ai tout de suite, pour éviter d'encaisser le choc, parce que moi, même si je m'en suis pas trop occupé dernièrement, parce que j'ai eu beaucoup de travail, j'avais quand même pour ambition d'aller au bout avec ce véhicule. Alors ça répondait à une attente, à une demande, c'était que je voulais que ce véhicule soit discret. Ça veut dire, bon, il l'est, hein. Il l'est, mais il n'est pas fini. Soit discret, ça veut dire que même les grilles de chauffage et tout, elles auraient été dans les enjolivants en plastique. Enfin, j'avais toute une démarche pour me permettre de me garer dans la rue. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins dans ce que je souhaite faire, puisque aujourd'hui, j'ai le hangar. Et je peux me garer ici en toute propriété, sans problème, sans qu'on vienne me déloger. Je serais allé au bout, mais je m'en serais servi certainement, hein, quelques semaines, quelques mois, peut-être une année, mais au final, je l'aurais revendu. Donc,
j'aurais tout au moins espéré au moins récupérer ma mise, et ça aurait été un peu compliqué en fonction de ce que j'ai appris en fait, de ce qui s'est décidé il y a quelque temps chez Iveco et qui ne me permettait pas de faire de ce véhicule un poids lourd, tout simplement. Donc j'ai eu cette réflexion, qu'est-ce que je peux faire pour profiter un petit peu, pour essayer d'esquiver un peu les obstacles. Où est la solution aujourd'hui ? Alors, ma solution, parce que j'aime pas, je vais forcément me faire critiquer, on va me dire tout le monde ne peut pas faire ça. Bon, la solution, c'est d'avoir un véhicule de plus de 30 ans. Alors tu vas me dire, un véhicule de plus de 30 ans, Pascal, t'as vu un peu comment c'est en fait. C'est vrai que bon, les véhicules de plus de 30 ans, oui, il y a quand même, ça a vieilli. Il faut reconnaître qu'à l'intérieur, tous les meubles sont assez cossus. Il y a eu souvent des problèmes d'infiltration. Donc c'est vrai que d'acheter un véhicule de plus de 30 ans, c'est pas évident. Mais je vais t'expliquer la démarche. Le véhicule de plus de 30 ans passe en collection. Ça veut dire que tu peux demander pour ce véhicule, s'il n'a pas subi de grosses transformations, il faut qu'il reste dans son état d'origine. C'est pour ça que selon les véhicules, d'abord tu le passes en carte grise collection et ensuite seulement tu fais les transformations que tu as envie de faire. C'est ce que font quelquefois des gens sur des camions ou des choses comme ça, sans dénaturer complètement bien sûr le véhicule. Donc le véhicule de plus de 30 ans qui est en collection peut rouler tous les jours. Ça veut dire que la FFVE, il y a quelque temps, je crois que c'était en 2009, ont obtenu de la part des pouvoirs publics d'autoriser les véhicules de collection à rouler tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, tu peux même aller au boulot avec ton véhicule. La seule contrainte, pour un véhicule de collection, c'est même pas une contrainte. Je dirais que donc, aujourd'hui, les restrictions de circulation n'existent plus pour un véhicule de collection. Ça veut dire que tu peux même aller dans d'autres pays, à partir du moment où ta carte verte, ton assurance, prévoit ce pays dans les destinations où tu es assuré, bien sûr. C'est le seul problème que tu as. Le seul problème, c'est même pas un problème, c'est comme en voiture, de toute façon. Le deuxième point intéressant avec les véhicules de plus de 30 ans, qui est bien sûr en collection, c'est que tes contrôles techniques, tu vas les faire tous les 5 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un véhicule d'avant 92, qui passe en collection, une fois tous les 5 ans, tu passes ton contrôle. Point. S'il est avant 1960, t'as pas de contrôle technique. Ça veut dire que tu roules avec ton véhicule sans aucun contrôle technique. Voilà. Il n'est pas obligatoire. Ça, c'est le gros avantage, le premier gros avantage du véhicule de plus de 30 ans. Le deuxième gros avantage, c'est que les ZFE n'existent pas pour toi. Et là, c'est là toute la débilité profonde de ce système, c'est que si tu as un véhicule de collection, tu peux rentrer dans les ZFE. Tu peux rouler dans les centres-villes. Alors que souvent, ça fume, en fait. Il faut reconnaître les choses. Les particules, là, c'est sur un véhicule de plus de 30 ans, c'est énorme. Quand tu démarres l'Iveco, le Daily, ça fume. Alors, une fois qu'il est chaud, il fume plus, mais il fume. Bon. C'est une autorisation qu'on a donnée donc aux véhicules de collection, parce qu'on estime que le véhicule de collection roule moins. Et donc, tu rentres dans les ZFE. Même en Belgique. J'ai cru voir, alors vous me précisez dans les commentaires si je dis une connerie, mais en Belgique, il me semble qu'ils ont une dérogation pour rouler dans les centres-villes. Ce qui veut dire que, là, forcément, si tu as à rentrer dans les centres-villes, oui, t'es le plus heureux, là, parce qu'avec ton véhicule de collection qui pollue, toi, tu rentres devant une bagnole qui, elle, pollue beaucoup moins, peut-être 4 ou 5 fois moins. Mais bon, passons. La loi est ainsi faite. C'est comme aujourd'hui, on te dit que en 2035, terminé, on ne vend plus de véhicules à énergie fossile, mais la Ferrari à 1 million ou à je sais pas quoi, elle aura le droit d'être vendue. Bon, c'est toujours comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? Et les véhicules de collection, c'est sûr que ça s'adresse souvent, quand on voit le véhicule de collection type, c'est des bagnoles qui valent un peu de pognon quand même, dans la plupart des cas. C'est rarement le camping-car Laika, qui a 30 ans révolu. Bon. Donc ça, c'est encore un avantage.
Les avantages ensuite, et là on va rentrer dans le borderline, je veux pas non plus... je vais parler de mon cas particulier et de la manière dont je vois les choses. Je pense qu'à un moment donné, l'augmentation des prix du carburant va pousser les gens à trouver des combines pour rouler moins cher. C'est ce qui se passe, moi, avec ma voiture à l'éthanol. Je roule à l'éthanol. C'est pas... Aujourd'hui, si j'ai pas le boîtier conventionné par l'État, j'ai pas le droit de rouler à l'éthanol. Pourtant, c'est moins polluant. Pourtant, les voitures sont conçues au départ pour rouler à l'éthanol. Alors, il y a des réglages particuliers, mais toutes les voitures sont conçues, je crois que c'est depuis 2002, il me semble que c'est 2002, sont conçues pour rouler à l'éthanol. Elles peuvent rouler à l'éthanol avec certaines petites modifications. Bon, là, c'est le boîtier, en fait. Le boîtier acheté par le gouvernement, conventionné par le gouvernement. Et là, à ce moment-là, tu modifies ta carte grise et tu as le droit de rouler à l'éthanol. Sinon, tu n'as pas le droit de rouler à l'éthanol. Bon. Donc on peut aller loin dans les choses qu'on n'a pas le droit de faire et qu'on fait tous les jours. Un véhicule de plus de 30 ans, dans la plupart des cas, je pense très souvent, peut rouler à l'huile végétale. Alors, il y a des proportions, il y en a qui mélangent avec... Je ne me suis pas encore assez intéressé pour t'en parler, mais ça va être testé puisque le véhicule que je vais acheter, je vais tenter de faire ça. Pour te donner une petite idée, pour te parler un peu de mon expérience, dans mon passé de marchand de camions, j'avais acheté 2 TBU dépanneuses, 6.6. Des camions qui consommaient 40 litres tranquille. Il y avait 2 réservoirs. Tu avais le réservoir de gasoil, d'abord il roulait au fioul, et tu avais le réservoir d'huile. Ça veut dire que là-dedans, tu foutais toutes tes huiles usées. Tu pouvais mettre tes huiles usées, tu pouvais mettre de l'huile de friture, tu mettais ce que tu voulais, tu filtrais même pas, tu foutais ça dedans et c'est tout. Tu démarres ton camion, tu le démarres au gasoil, t'attends qu'il chauffe un peu, et au moment où il est chaud, clac, tu tournes le bouton. Et le camion, il roule à l'huile de vidange. Moi j'ai roulé à l'huile de vidange, je peux te dire, ça roulait. Alors c'est clair que le moteur, c'est un 12 litres, c'est un gros moteur, il avale tout ce que tu lui donnes quasiment, tout ce que tu lui donnes, il va l'avaler. Et... ben voilà, tu vois, ça c'est une solution. Alors c'est une solution, tu vas me dire, mais là tu pars en couille complet, Pascal, là tu dérailles. Mais dans la mesure où on arrive à quelque chose d'extrême, si tu veux continuer à rouler sans exploser ta tirelire, il y a des alternatives, je pense. Je pense que il y a des solutions pour pouvoir rouler moins cher avec un vieux véhicule. C'est relativement facile. Si toi, dans tes relations où toi-même utilises une méthode sans te nommer et sans te griller, tu peux les mettre en commentaire pour étayer un petit peu ce que je dis, mais ça existe. Il y en a beaucoup qui le font. Voilà. Ça, c'est une solution où tu te dis que, quoi qu'il arrive, tu peux quand même rouler. Je dis pas qu'il faut rouler avec des énergies, avec des carburants alternatifs, mais c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, on est en train de pondre un gasoil végétal au même titre que l'éthanol, en fait, le carburant qui est en partie végétal. Eh bien, on est en train de pondre un diesel comme ça, et il est en cours d'approbation par la communauté européenne. Ça va certainement voir le jour très prochainement, où tu pourras rouler avec un carburant végétal. On te dit aujourd'hui que certaines voitures, à partir d'une certaine année seulement, parce que forcément, si on te dit tout le monde peut rouler à ce carburant-là, tout le monde va se jeter dessus, puisqu'il va être détaxé. Comme l'éthanol. Voilà. Ça c'est les bruits de couloir. Si tu en connais plus, si tu en sais plus aussi, n'hésite pas dans les commentaires, ça servira à tout le monde. Donc, voilà un peu ma réflexion. Aujourd'hui, moi, mon prochain achat, c'est un véhicule qui a plus de 30 ans. C'est un véhicule qui a plus de 30 ans, c'est un véhicule poids lourd, c'est un véhicule qui vient pas d'ici, qui est pas fabriqué en France. Et donc, il va falloir passer par la FFVE pour obtenir le fameux sésame. Je sais qu'il y en a qui l'ont obtenu, donc je vois pas pourquoi moi j'y arriverais pas. Si toutefois vraiment on m'autorisait pas à rouler avec ce véhicule, on me donnait pas de carte grise collection, j'irais chercher cette carte grise ailleurs, parce que j'ai d'autres solutions, et il serait immatriculé ailleurs, tout simplement. En tout état de cause, t'achètes un véhicule de collection. Tu achètes par exemple un TP3, on va dire, ou une goélette, tu vois, tu veux un van. Tu achètes une goélette 4x4 par exemple. Je sais que moi j'ai lorgné sur les goélettes 4x4 et j'ai trouvé ça magnifique avec ces grosses roues, c'est magnifique. C'était sympa, je crois qu'il faisait la transmission 4x4.
Voilà, aujourd'hui tu as les Thomas, tu as tout un tas de véhicules qui sont équipés et qui sont des véhicules de collection. Tu pourrais même reprendre, j'ai vu certains Mercedes, les museaux, tu sais, nez de cochon. Il y en a beaucoup en Hollande, c'était d'anciens camions de pompiers. J'en ai vu une fois en Pologne, c'était un Allemand, il avait tout équipé le camion à l'intérieur. Et à l'extérieur, il gardait l'apparence du camion de pompier. C'est l'idée. C'est mon idée aujourd'hui. Alors c'est pas ce camion-là, hein, mais c'est dans cet esprit-là. Il y a plus de 30 ans, je le passe d'abord en collection et ensuite je fais des modifs de la cellule. Voilà. Je me fais une cellule habitable avec plein d'arguments, plein d'avantages, l'identique de ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans un véhicule d'expédition ou autre, hein, dans un véhicule camping-car haut de gamme. Hein. Tout ce que j'avais acheté finalement pour le van et j'ai tout gardé et c'est tout ça, je vais le réutiliser dans ce véhicule. Alors la démarche, elle est sur un camion, mais elle pourrait être sur un fourgon, puisqu'aujourd'hui des fourgons, tu as des fourgons, un B90 par exemple, alors B90 c'est encore un peu récent je crois, comme les Tortues Cartou, hein, tu peux trouver, il y a tout un tas de véhicules, et là on va pas t'emmerder avec le VRSP Caravane et toutes ces conneries, puisque tu seras collection. Alors ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, je pense qu'il faut faire quelque chose qui soit pas trop claquant de l'extérieur, comme si ça ressemblait exactement à un camping-car, mais je pense que c'est beaucoup plus facile à passer au contrôle technique. Hein. Puis tu passes que tous les 5 ans, tu vois. Tu fais une modification à l'intérieur pour pouvoir y vivre ou pour pouvoir voyager, et voilà. Et voilà, tu vois. Alors ça peut être aussi sur un camping-car comme le Laika qui est là, hein, d'ailleurs qui est là et qui va finir par servir de jardinière parce qu'il est toujours là. J'ai eu du monde là-dessus, j'ose même plus en parler. Et à chaque fois ça part en couille. Donc voilà. Alors moi c'est sûr que j'ai faute de temps quand on commence à me demander de faire des choses dedans, c'est compliqué. J'ai pas beaucoup de temps. En tous les cas, un véhicule comme ça qui a plus de 30 ans, eh bien tu pourrais très bien acheter le véhicule. T'achètes un véhicule sain, tu fais pas attention à ce qu'il y a dedans, tu t'en fous que le frigo est en panne, là tout marche, hein. Mais bon, on suppose que par exemple, t'as plus de chaudière, t'as plus ci, t'as plus là, tu t'en fous en fait. T'achètes le véhicule, tu dégages tout ce qu'il y a à l'intérieur, et tu refais un aménagement actuel. Frigo à compression, aux grosses autonomies, réservoir d'eau, etc. Et voilà, tu l'as passé en collection, il va passer tous les 5 ans, et tu te retrouves avec un véhicule increvable, tu peux foutre les mains dedans, tu peux réparer, quand il y a un problème, tu sais ce que c'est, il n'y a pas d'électronique. Et avec ça, tu traverses le monde. Hein. Regarde, il y a certaines chaînes, je ne sais plus comment ils s'appellent, ils sont aux États-Unis, les We Are World sont aux États-Unis avec le même véhicule. Tu vois ? Alors ils ont eu des merdes, mais les merdes se résolvent plutôt facilement en fait. Hein, c'est à la portée de n'importe qui, n'importe où tu vas. Quelqu'un qui fait un peu de mécanique, il met les mains là-dedans, il s'en sort. Voilà ma réflexion, voilà mon idée. Ça s'adresse qu'à une toute petite quantité de personnes. Hein. Il y a peu de gens qui vont se retrouver dans ce que je suis en train de dire. Je le précise pour pas être Pascal, on va pas faire ça comme ça. Voilà, il y a forcément des gens il faut être bricoleur, il faut pouvoir mettre les mains dedans, faut savoir, faut quand même un petit peu s'intéresser à tout ça. Si la mécanique te rebute, ne le fais pas. Parce que c'est clair que ces véhicules qui sont bruyants, qui puent, qui sont pas isolés de la même façon, il n'y a pas de clim cellule, il y a tout un tas d'améliorations quand même à faire pour pouvoir avoir un véhicule qui va ressembler à ce qu'on connaît là-dedans, par exemple. Hein. Et on n'y arrivera jamais parfaitement, parce que moi aujourd'hui je tourne la clé, je roule, il y a la clim, c'est le machin il file, je suis tranquille quoi. Là avec ce que je vais acheter, ça va pas être la même, hein. Là déjà, d'origine, tu sautes. Hein. Quand tu roules, tu fais des bonds, tu prends le plafond plusieurs fois. Donc il va falloir que je change les sièges, pour mettre des sièges suspendus, il va falloir que je fasse des améliorations pour pouvoir le rendre utilisable facilement. J'ai eu des pronostics, il y en a quelques-uns qui sont dedans, hein, qui sont bien dans le truc, qui n'ont pas le modèle de ce que je vais prendre, mais qui sont quand même, qui s'en rapprochent. Hein. Mais tout ça, ça va s'éclaircir avec le temps. Je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, donc j'attends d'avoir vu le véhicule. Si c'est pas celui-là, j'en ai un autre sous le coude, où j'aurai plus de travail, donc j'aimerais autant avoir quelque chose où j'ai pas de carrosserie, quoi, hein, où j'achète le véhicule et je peux commencer l'aménagement tout de suite. À suivre. Mais médite sur ce que je viens de te dire. Si tu es dans la démarche, par exemple, d'aménager un véhicule, tu pourrais très bien, par exemple, passer sur un vieux bus de plus de 30 ans. Il y a des vieux bus qui sont magnifiques, qui sont tout arrondis. Et ben ces bus-là, ils passent en collection. Il y a des vieux camions de transport. Tu pourrais très bien faire un camion aménagé dans un vieux camion de transport également. Un vieux berlier ou une vieille, voilà, un vieux truc, quoi. Regarde-moi,
ce ciel. Voilà, ça en ce moment c'est les levées. Alors on a eu la pluie hier soir, mais par contre quand tu arrives à te réveiller quand le soleil se lève, c'est vraiment magnifique. Il y a un petit peu de nuages, hein, mais les couleurs, elles sont vraiment les couleurs d'automne. C'est une dinguerie. Voilà, cette vidéo se termine. À l'heure où tu la regardes d'ailleurs, je serai certainement sur la route en train de monter un peu au-dessus de Paris pour aller filmer Le Voyageur dans les générations qui allaient bien. Donc tu verras ça, je pense, dans la vidéo de dimanche. Je vais peut-être tenter quelque chose sur cette visite. Je vais peut-être tenter de faire filmer la visite en live par Tony. Donc ce sera certainement jeudi. Je peux pas te donner l'heure exacte parce que je sais pas à quelle heure j'y serai, mais surveille. Jeudi, il risque de sortir un live que tu pourras revoir de toute façon en replay. J'aurai pas beaucoup l'occasion de répondre aux questions qui seront affichées sur l'écran, mais il y a de fortes chances que on fasse un petit test d'une visite en live pour voir ce que ça peut donner, parce que c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Je pense qu'il y a de faire les choses sur le vif, ça peut être éventuellement sympa. Donc je te dis au plus tard à dimanche, mais certainement à jeudi dans le live. En attendant, passe une bonne journée. À tout bientôt. Ciao ciao.